bonjour. Alors, heureux de vous retrouver et de retrouver nos auditeurs et nos téléspectateurs pour commenter un peu la première sortie du chef de l'État, le président Macky Sall, depuis la fin du vote. Oui, je me suis réjoui de cette attitude que j'ai hautement appréciée parce que il nous a évité une vaine polémique comme dans certains pays où certaines choses se sont produites. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je me suis levé avec virulence pour m'opposer à la déclaration du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est intervenu, même si on sait que c'est effectivement en tant que membre du directoire de campagne du candidat Macky Sall, mais ce n'était pas une chose à faire parce que ça a amené de la confusion. Alors, le président de la République a eu une attitude hautement patriotique qui consistait à dire que j'attends, il s'est emmuré dans un silence depuis la fin du vote et il n'a pris la parole qu'aujourd'hui après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel qui confirme donc ce Conseil constitutionnel le résultat de 58,26% que la Cour d'appel, la Commission nationale de recensement des votes avait donc annoncé jeudi dernier. Oui, le président de la République va ainsi se succéder à lui-même. Par contre, son gouvernement ne va pas être mis en place ces jours-ci, mais d'abord parce que il est entré en fonction, lui, en début avril. Donc, en principe, on va respecter ce délai-là. Et donc, ce gouvernement va poursuivre sa mission jusqu'au terme que le président aura choisi. A priori, ce sera probablement en début du mois d'avril ou dans le meilleur des cas à la fin du mois de mars, hein, s'il y va plus tôt. Mais en tout cas, ce sera fait après la prestation de serment. C'est seulement à ce moment-là que le nouveau président entre en fonction. Non, ça c'est une affaire protocolaire. En général, le sortant et l'entrant se mettent d'accord dans l'organisation de la chose, mais puisque là, le sortant est aussi l'entrant, donc en principe, ce sont ces services qui vont organiser au mieux cet événement-là avec le Conseil constitutionnel, parce qu'il prête serment devant le président du Conseil constitutionnel et ses collègues, et devant la nation, naturellement, mais c'est eux qui prennent le serment du président de la République. Je crois que ce sera fait en principe avant le 4 avril, parce que généralement, la nouvelle équipe gouvernementale arrive, fait sa première sortie lors du 4 avril. Oh, j'aurais voulu qu'on laisse ce pronostic. Enfin, ce n'est même pas un pronostic, mais si on étudie ce gouvernement-là, comment il était constitué, il est évident qu'il y a certains éléments qui, a priori, reviendraient. Hein. Vous voyez, par exemple, si nous prenons le cas des alliés, on va examiner ça comme ça. Les alliés dans Benno Bokk Yakaar, le plus grand allié aujourd'hui, c'est le Parti socialiste. Le Parti socialiste qui avait deux ministres, Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye. Hein, Aminata Mbengue Ndiaye, véritablement, depuis 7 ans, elle est dans le gouvernement et à son poste et qu'elle a bien managé aussi, il faut le reconnaître. Hein. C'est un département qu'elle a fait progresser dans un sens plutôt positif. A priori, je ne la vois pas sortir du gouvernement. Au contraire, je la vois confirmée dans le gouvernement pour avoir réussi hein, ce qu'elle avait à faire. Elle a su aussi mobiliser les femmes parce qu'elle est encore responsable du mouvement des femmes socialistes et qu'à Louga aussi, elle a contribué à la réussite du Benno Bokk Yakaar et de son candidat. Donc Aminata Mbengue Ndiaye, pour moi, elle resterait encore dans le gouvernement, à moins que, bon, maintenant, avec le chef de l'État, il décide, ou avec le Parti socialiste, il décide d'autres choses. Mais elle a été très, très impliquée dans le mandat, dans ce septennat-là, et elle fait partie des ministres qui ont le plus réussi. 7 ans dans le même département, c'est à saluer. En dehors de ça, il y a eu Serigne Mbaye Thiam. Serigne Mbaye Thiam, donc c'est quelqu'un qui était au centre du dispositif du candidat Macky Sall pour sa réélection. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il sera maintenu. En plus du fait que dans le Saloum, il a réussi à performer avec son cousin Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Oui, le Parti socialiste, je crois quand même que c'est le plus grand allié. Et de ce point de vue-là, je ne serais pas surpris qu'il y ait un nouvel arrivant dans l'attelage gouvernemental. D'ailleurs, moi,
Je ne serais pas du tout surpris que Alioune Ndoye, par exemple, puisse faire son entrée dans le gouvernement. Il a rompu les amarres avec Tahaou Dakar de Khalifa Sall, avec qui il a cheminé, et depuis lors, il n'arrête pas de performer, élection après élection. Il réussit dans son plateau et il continue d'être discret mais efficace, hein. Donc je prends a priori, hein, je donne, c'est seulement sur celui-là que j'ose faire un pronostic. Et sur la LDMPT, Khoudiambay est toujours dans le gouvernement, comme Aminata Mbengue Ndiaye, elle est dans le gouvernement depuis le début du septennat et elle a changé de poste plusieurs fois, c'est vrai, mais elle semble être encore dans les grâces du président de la République. Tout comme Alioune Sarr pour l'AFP et le ministre du PIT, je pense que ceux-là vont rester parce que c'est quand même les partis qui ont constitué la charpente de Benno Bokuyakar et qui ont cheminé avec le président de la République jusqu'ici. Naturellement, les nouveaux alliés viendront, hein. Ils sont venus à des étapes différentes. Pour ce qui concerne le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, je ne crois pas qu'il entre dans le gouvernement. Mais qui sait, c'est tout à fait possible. Mais bon, je ne le crois pas. Celui plutôt que j'attends dans le gouvernement, c'est plutôt Mamadou Diagne Fada. Mamadou Diagne Fada, pardon. Mamadou Diagne Fada, qui est un des premiers alliés, qui avait indiqué ne pas avoir voulu entrer dans le gouvernement parce qu'il n'avait pas contribué à l'élection du président de la République lors de son précédent mandat, mais pour celui-ci, puisque lui et ses membres du RDL Yessal ont beaucoup contribué à cette élection-là et qu'en plus de ça, il a gagné à Kébémer. En dehors de cela aussi, Fada Diagne, souvenez-vous, il a même été ministre avant le président de la République, Macky Sall. Donc, il a un know-how, une certaine expérience qui pourrait servir, puisque c'est un mandat pour lequel le président aura à cœur de réussir ce qu'il aura à faire. Après lui, il y a eu le ralliement d'Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé est venu après et donc on sait aussi que lui, ancien ministre d'État, ami du président de la République Macky Sall, a priori, bon, il n'a pas réussi une grosse prouesse pour empêcher l'émergence du candidat Ousmane Sonko, mais il a quand même contribué à empêcher la grosse saignée de l'électorat. Donc je pense qu'il est fort probable que lui aussi, du fait de son expérience, il entre dans le gouvernement pour aider son allié de président à concrétiser ses ambitions et ses objectifs pour ce quinquennat qui arrive. Donc, à part Abdoulaye Baldé, il y a eu la sœur Aïssata Tall Sall qui est arrivée en dernier lieu après avoir été recalée au parrainage. Donc, Aïssata, comme Aminata Mbengue Ndiaye, elle a contribué à mobiliser les sœurs parce que le vote féminin a été déterminant dans ce processus-là. Il faut pas le négliger, ça a été extrêmement important. Et puis Aïssata aussi, comme les autres dont j'ai parlé, elle a eu une première expérience gouvernementale avec le président Diouf. Elle est députée depuis plusieurs années et fait partie quand même de ces élus qui sont les mieux remarqués à l'Assemblée nationale par la qualité de leurs interventions, etc. Et en plus de cela, elle est maire à Podor et à Podor, les gens ont massivement voté pour le président de la République. On peut euh, supposer qu'elle y a beaucoup contribué. Donc voilà, globalement, pour nous arrêter là, hein, parce que je ne peux pas aller trop loin pour donner des noms, pour ne pas me contenter d'autres, mais il faut reconnaître que ici, le président de la République a une large éventail de possibilités devant lui et je pense qu'il ne se gênera pas à faire le choix qu'il faut pour euh, confier des responsabilités à ceux qui ont contribué à son élection et qui ont un potentiel pour aider à mener à bien son projet. Oui, d'accord, d'accord. Bon, non, 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 il y a effectivement, il y a des actes, il y a des améliorations du processus à prévoir. Par exemple, pour ce qui concerne la question du parrainage, il faut reconnaître que moi je soutiens encore que le parrainage a été bon, c'est son contrôle qui a été catastrophique. Vraiment, cette loi-là, il faudra la revoir, notamment dans cet aspect-là, l'aspect contrôle du parrainage. On a demandé à un conseil constitutionnel qui est spécialiste en droit de faire un travail informatique. C'est pas son boulot, hein, il ne sait pas le faire. Donc vraiment, cette loi-là, elle doit être vue. Et on a vu ici que l'absence de débat à l'Assemblée nationale
à déteint dans le processus pour ce qui concerne le parrainage. Maintenant, il y a aussi cette autre question qui concerne la publication des résultats. Moi, je pense qu'il faut au moins envisager qu'il soit permis soit à la Sénat, soit au ministère de l'Intérieur ou à un autre organe qui aura en charge de la gestion des élections, de pouvoir euh, publier des tendances, les tendances à mi-journée. Les tendances à mi-journée, c'est de dire qu'il y a X% d'électeurs qui ont déjà voté. À midi, on sait, et que cela puisse être publié entre 13 et 14 heures, qu'on puisse le donner, ou même à partir de midi 30, s'ils ont les possibilités. Donc à partir de 13-14 heures, donner une tendance à midi, et puis donner une autre tendance entre 18 et 19 heures, une tendance à 17 heures. Donc ça, ce seraient des indications qui seront assez précieuses, qui permettront de voir si le public est sorti pour voter, si les électeurs se sont mobilisés donc, et ça permettra déjà de pouvoir se préparer à faire le décompte et savoir quel est le score que chacun pourrait éventuellement réaliser. À côté de cela, moi, il y a ce projet qui me tient à cœur et il en a parlé d'ailleurs lui, c'est le statut du chef de l'opposition. Je pense que pour fluidifier le dialogue, c'est important, même s'il a décidé de dialoguer, d'associer dans les échanges, la réflexion, les deux anciens chefs d'État, le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, c'est une bonne chose, mais il y a aujourd'hui des acteurs politiques actifs. Et cela, il figure déjà dans la Constitution, cette disposition-là. J'étais revenu dessus, il faut effectivement que le président de la République le mette en place pour fluidifier le dialogue, il faut consulter les anciens chefs d'État, mais aussi il doit désigner un leader, mettre en place le dispositif consistant à conférer un statut de leader de l'opposition à quelqu'un. Et pour moi, je pense que le problème est venu du fait qu'on a parlé de majorité à l'Assemblée. Non, pour moi, c'est beaucoup plus simple, vraiment, comme je l'ai dit il y a un peu plus d'un an, que ce soit celui qui est arrivé après le chef de l'État élu. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Il y a un qui a gagné, il y a un qui a suivi, c'est beaucoup plus simple que de dire majorité législative. Non, 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 c'est vraiment plus simple de faire cela. Le quinquennat, le septennat qui vient de s'achever, on aurait pu, depuis mars 2016, quand la loi a été votée, la constitution a été changée, on aurait pu désigner ce leader de l'opposition-là et lui conférer tous les avantages et lui permettre d'éclairer la lanterne du président de la République dans certaines occasions. Bon, en dehors de cela, il y a maintenant les chantiers qui s'ouvrent devant nous concernant la gestion des ressources du pays, son économie, etc. Donc, véritablement, en tout cas, encore une fois, je loue et je salue l'attitude du chef de l'État, le président de la République, qui est resté de marbre pendant après la campagne électorale, depuis le jour du vote, après avoir fait sa déclaration sortie de son bureau de vote. Il s'est emmuré dans un silence, respectant scrupuleusement les dispositions législatives et réglementaires de notre pays et ne reprenant la parole qu'aujourd'hui après la publication officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Vive le Sénégal, vive notre République. À très bientôt. Au revoir. Kasumai Sane Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center, téléphone 360 433 54 97.
Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.